Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Motor Life pour un format un petit peu nouveau. Il s'agit d'une table ronde qui n'est pas vraiment ronde, mais c'est le principe des discussions. On va parler aujourd'hui de sécurité et de contrôle technique avec des invités. Je commence bien évidemment par vous, quand même, on est galant sur la chaîne Motor Live. Donc on est avec Muriel Vermenot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la communication chez BPCE Assurance. BPCE Assurance, c'est quoi exactement déjà? Alors BPCE Assurance, c'est l'assureur des banques populaires et des caisses d'épargne. Donc aujourd'hui, on conçoit tous les produits d'assurance IRD, auto, habitation, santé, protection juridique. Et ces produits sont commercialisés dans les réseaux des banques populaires et des caisses d'épargne. D'accord. Et c'est d'ailleurs grâce à votre étude qu'on organise cette émission aujourd'hui pour justement débattre un petit peu du résultat de cette observation. On est également avec le lieutenant-colonel Hubert Courville. Je vais retirer le lieutenant-colonel, je vais dire Hubert Courville. Je vous en prie, Mehdi. Vous êtes chargé de mission auprès de la délégation à la sécurité routière DSR. C'est cela même. C'est cela même. Et on est avec David Dumas, rédacteur en chef de l'officiel du cycle et de la moto. Ça va, David? Ouais, très bien, très bien. On aura également d'autres intervenants pendant cette émission. Emmanuel Petit, fondateur de Liberty Rider. Qui vous travaillez. Avec lequel on est en partenariat depuis plusieurs années. D'accord. On aura également Rémi Courant, le directeur technique et qualité chez Decra Automotive. Ouais, beaucoup de choses à dire après un an de contrôle technique, Mehdi. Tout à fait. Et on aura Jean-Marc Bellotti, pas inconnu, coordinateur à la FFMC. C'est quelqu'un qu'on a rencontré et qui travaille beaucoup avec vous, je crois. Tout à fait. Ouais, La FFMC travaille régulièrement avec la DSR pour et des échanges constructifs. Et puis on aura enfin un son de Raphaël Girard, le directeur général de Marolo. Marolo, David, c'est l'entreprise qui fabrique notamment le matériel, les ponts de levage pour les contrôles techniques et il est très informé de tout ce qui se passe autour des protocoles et des tests qui sont pratiqués dans le cadre du contrôle technique. D'accord. On va commencer tout simplement, avec une introduction sur ce fameux baromètre BPCE. Ça consiste à quoi exactement, Madame Vermenot? Alors en fait, c'est un baromètre qu'on mène depuis 5 ans maintenant et qui prend le pouls finalement sur le comportement des motards, des conducteurs de 2 roues motorisés. Et donc on va étudier leur comportement sur la route, les situations qui peuvent les préoccuper, les situations à risque. Et donc, on va regarder un peu tous ces comportements et en tirer un certain nombre d'enseignements et de données. On travaille avec Harris Interactive pour ce baromètre de roue, qui est un acteur reconnu, qui a une référence en la matière. Et nous, aujourd'hui, finalement, ce baromètre, en tant qu'assureur auto de roue, ça nous permet d'avoir des données et des chiffres extrêmement fiables et précis sur le comportement des conducteurs de 2 roues motorisés. Ça nous permet effectivement de mieux les connaître et de mieux les accompagner dans la prévention des risques, essayer effectivement de prévenir une sinistralité, l'anticiper, la réduire évidemment. Et donc voilà, toutes ces données, tous ces éléments chiffrés, ça nous permet de mieux accompagner nos assurés. J'ai vu quand même, c'est un panel assez représentatif, plus de 1000 personnes sondées de tous horizons, de tous âges, de toutes régions. Ça c'est intéressant. Et il y a une trentaine de questions dans ce rapport. Elles sont assez variées et c'est vrai qu'on voit vraiment un petit peu, on cherche l'humeur du motard, savoir vraiment comment il se sent par rapport à toutes ces situations qu'on a aujourd'hui. Et notamment 2 questions qui nous intéressaient à la fin de ce rapport sur le contrôle technique. Alors, je vais revenir en fait sur justement la population qu'on interroge dans ce sondage. Donc, on est sur un échantillon d'à peu près plus de 1000 sondés. C'est une population qui est très hétérogène, avec des pratiques qui sont extrêmement différentes. Donc, on a des conducteurs de 2 roues motorisés qui vont conduire plutôt des gros cylindrés en milieu urbain ou en milieu rural. Et puis, on va avoir des conducteurs de 2 roues motorisés qui sont plus jeunes, qui conduisent plutôt des scooters en milieu urbain. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'interroger en fait cette population dans sa globalité et de voir en fait ce qui s'en dégage et de voir les pratiques qui peuvent différer aussi d'un motard à un autre, puisque effectivement l'approche de la conduite est complètement différente et en fonction de l'âge et en fonction aussi du type de véhicule que l'on conduit. On essaye d'avoir une représentativité sur les conducteurs en milieu urbain
et aussi en milieu rural. Donc voilà, on essaye dans ce baromètre d'avoir une vision la plus large possible des attentes et des sujets de préoccupation de cette communauté des conducteurs de deux roues qui est difficile. Enfin, il n'y a pas une communauté. On en apprend sur nous-mêmes en fait en lisant le baromètre. Il y a des chiffres qui nous interpellent et on pense qu'on est réfractaire au contrôle technique, puis finalement on apprend qu'on ne l'est pas tant que ça. On garde nos précautions, mais on ne devrait pas, c'est un échantillon représentatif. Tout à fait. Et en fait, on en apprend beaucoup sur les usages. Bon, on en reparlera, mais c'est en tout cas un baromètre très intéressant pour nous aussi. Il n'y a pas que pour vous, pour connaître les motards. En fait, ce qui nous intéresse effectivement, c'est de voir leur comportement sur la route et aussi les interroger par rapport à des sujets d'actualité. Donc vous évoquiez le sujet du contrôle technique, il y a aussi la circulation en interfilm, mais on y reviendra sans doute. La question effectivement qu'on a posée là dans cette dernière édition, c'est quel rapport entretenez-vous avec le contrôle technique et est-ce que vous y êtes favorable ? Tout à fait. Donc on a voulu poser cette question 1 an après la mise en vigueur du contrôle technique pour les deux roues motorisées. On se rend compte qu'on a 2/3 finalement des répondants qui se disent plutôt favorables. Après, ce qu'on voit, c'est qu'on va avoir des réponses qui sont aussi très hétérogènes, comme je vous le disais, en fonction du type de pratique. Donc on va avoir des jeunes conducteurs qui sont plutôt favorables au contrôle technique parce qu'ils se sont mis récemment sans doute à la conduite d'un deux roues motorisé, donc plutôt favorables, donc plutôt jeunes et plutôt en milieu urbain. Et puis des personnes sans doute plus aguerries, plus âgées aussi, qui ont une bonne connaissance finalement de leur moto, qui eux sont plus opposés. Les moins de 35 ans, c'est 73% de gens qui sont favorables, on le voyait. Et après, dans ceux qui ont dit oui, dans ces 67%, on voyait 80% quand même d'utilisateurs de cyclo et on passe à 45% pour les utilisateurs de grosses motos. Donc il y a quand même un espèce de petit gap sur les générations. Pour vous, à la sécurité routière, ces segmentations, vous les avez aussi sur les accidents, sur les pratiques. Alors, nous, on travaille, la sécurité routière dans l'analyse, c'est un travail sur le long terme. En fait, on a au sein de la DSR, l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. En fait, c'est notre observatoire qui fait les statistiques depuis maintenant plus de 30 ans. Et effectivement, alors l'Observatoire capte toutes les données issues des forces de l'ordre quand elles constatent les accidents de la route. Et donc, on a effectivement après dans le panel de nos analyses le découpage par tranche d'âge, par type d'utilisateur, par moyen de transport. On est capable d'affiner aussi dans le deux roues motorisé, parce qu'on parle de deux roues motorisé, mais effectivement, le deux roues motorisé, ça va du scooter 50 cm3 à la très grosse GT de 1600 cm3. C'est très très large et on arrive dans pas mal de cas à avoir cette distinction assez fine par moyen de transport et aussi, par est-ce qu'on est sur un scooter, sur une grosse moto, est-ce qu'on est sur un utilisateur jeune, un utilisateur plus âgé, un homme, une femme. Là aussi, c'est pas innocent, hein. On pourra le détailler après. Donc on a un regard assez fin. Et l'âge, parce qu'il y a des jeunes permis qui ne sont pas nécessairement très jeunes. C'est ça. Est-ce que l'âge est vraiment... Alors après, on peut croiser, quand on veut vraiment affiner une analyse, on peut croiser des données, et effectivement, par tranche d'âge, ancienneté dans le permis de conduire, qui amène un éclairage sur, effectivement, l'ancienneté dans la pratique. Ça, c'est vraiment intéressant de savoir si un jeune permis jeune est plus à risque qu'un jeune permis moins jeune, ou est-ce que c'est le fait d'être nouveau sur la pratique qui fait que c'est dangereux. Alors là, comme ça, immédiatement, je n'ai pas forcément la réponse très affinée qui mériterait d'être recherchée. Intuitivement, on a quand même un petit éclairage. On sait que jeune en âge et jeune en permis, on va quand même être sur une population plus à risque que sur des gens plus âgés, y compris titulaires d'un permis un peu plus récent ou plus ancien. Mais là, on est plus sur une approche un peu sociologique, d'approche du risque, en fait, qui va influer, effectivement, et qui va être directement liée à l'âge du pratiquant. Après 5 ans justement d'analyse,
Est-ce que vous pensez avoir une meilleure perception des motards aujourd'hui? Il y a une trentaine de questions dans ce baromètre. On les interroge sur un panel de sujets qui est extrêmement important. Et donc, ça nous permet de voir des évolutions dans le comportement des deux roues. Il y a des choses qui sont persistantes. On voit que c'est une population qui se sent toujours extrêmement vulnérable, Oui. que le partage de la route, ça reste toujours compliqué. Beaucoup d'acteurs sur la route, maintenant les cyclistes, les trottinettistes, et que le partage de la route est difficile. On sent aussi que les infrastructures, parfois, ils se sentent en danger avec les infrastructures routières qui ne correspondent pas toujours, en tous les cas, à leur conduite et à leur pratique. Il y a une question en particulier qui aborde la vulnérabilité perçue par les motards eux-mêmes, et ça fait partie des chiffres intéressants. Effectivement, je pense que les motards sont conscients de leur vulnérabilité. Ils sont aussi beaucoup témoins d'accidents. Ils peuvent être confrontés à des accidents. Ce dont on se rend compte, c'est que les motards ne sont pas aussi des gens complètement inconscients, mais sont plutôt des conducteurs extrêmement prudents. Ils sont très attentifs, et ça, je pense que c'est important. Ils vont être très attentifs à la route, aux règles de sécurité. Et ça, pour nous, c'est intéressant de voir effectivement qu'on est sur une communauté qui intègre particulièrement bien toutes les règles du code de la route. Vous le dites, les motards ont, pour la majorité, une attitude plutôt prudente, et ça va jusqu'à l'état de leur véhicule. Et le contrôle technique arrive comme une sanction de quelque chose qui pour eux les renvoie à leur vulnérabilité, justement. C'est justement la dernière question sur est-ce que le contrôle technique a changé votre comportement? Est-ce que vous entretenez mieux votre deux roues depuis qu'il y a le contrôle technique? Et on voyait que pour 61% des sondés, c'était oui, en effet. On cherche justement à aller plus vers quelque chose de parfait. Et moi, je voulais voir avec vous si justement la mise en place de ce contrôle technique avait répondu à toutes vos attentes au niveau de la sécurité routière. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, la sécurité routière dans ces analyses travaille sur du temps long. Et comme on est à 1 an de mise en place, c'est clairement trop tôt pour nous. Aujourd'hui, on est en train de consolider les chiffres des accidents de 2024. Et donc, on ne verra pas encore. Je pense qu'il faudra se laisser un temps vraiment de 3 à 5 ans pour éventuellement voir des évolutions sur la mortalité routière, l'accidentalité routière en général. Après, sur la vulnérabilité, je me permets de rebondir sur vos propos. Donc, même si les motards sont ont pleinement conscience, les usagers de deux roues motorisés ont pleinement conscience de leur vulnérabilité, malgré tout, on voit quand même, nous on le voit dans les accidents qu'on constate, sur la mortalité routière, on a quand même 20% des utilisateurs de motos lourdes, donc qui se veulent les plus au fait et les plus sensibles, qui ne portaient pas leurs gants au moment de l'accident. Donc, alors, des fois, il peut y avoir ce double discours. Oui, on est parfaitement conscient de notre vulnérabilité, donc on fait très attention. Des fois, la réalité des faits vient un peu quand même contrecarrer ce discours, puisque, je vous dis, on a quand même 20% qui n'avaient pas de gants au moment de l'accident. Ça, c'est dingue. Ça, c'est dingue, Mehdi. J'en connais pas personnellement. Non, mais suivant certaines régions, parfois, où tu sais, il fait très chaud. Dans le sud, oui, les pratiques urbaines dans le sud, mais où il fait chaud. Donc, pas de gants, short, pas de gants. Là, le casque, quand même. Voilà, le casque quand même, parce que c'est obligatoire. Maintenant, les gants sont obligatoires, mais c'est vrai que le reste devrait l'être aussi, quand on réfléchit un peu pour les jambes, pour le buste. Après, c'est vrai que on ne veut pas imposer non plus des équipements trop chers, parce qu'il y a des normes. Qui dit obligation, dit norme, dit coût. En fait, voilà. Donc j'imagine que pour l'instant, c'est que le casque et les gants. Mais la logique, le bon sens veut qu'il y ait le reste. Généralisation de l'airbag, ça ce sera un autre dossier. Les chevilles, Mehdi. Les chaussures basses. Ça viendra peut-être, ça fera peut-être partie des prochaines évolutions. Je prône pas à tout craint un équipement complet, mais c'est vrai que certaines pratiques sont étranges. Voilà. Ouais. Et nous on le remarque, c'est vrai. Souvent on se dit attends, celui-là,
Peut-être que pour lui, finalement, d'imposer le contrôle technique, c'est peut-être pas mal. C'est peut-être pas mal. Ouais, mais oui, parce qu'on peut se poser la question de est-ce qu'il traite sa moto de la même façon que lui Mais comme pour le bruit, pour un qui va se balader comme ça, moitié qui va nu, faire du mal à tout le monde. fait du mal à toute à la réputation de toute une communauté, hein, c'est sûr. Après, moi, je voulais rajouter un truc sur la perception du contrôle technique, parce qu'il est peut-être arrivé un peu précipitamment, dans le sens où il n'y a pas non plus toutes les mesures. Aujourd'hui, il n'y a pas de sonomètre, on ne contrôle pas non plus la vitesse. Est-ce que ça pose quand même un... J'ai l'impression que ça pose un problème déjà par rapport aux usagers qui, au départ, ont dit c'est un peu précipité. Et est-ce que vous, du côté de la sécurité routière, aujourd'hui qu'on n'ait pas de contrôle de son encore, qu'on n'ait pas de contrôle de vitesse, est-ce que ça reste quand même quelque chose d'acceptable aujourd'hui, ce contrôle technique, dans l'état où il est ? Alors, je vais répondre de façon un peu détournée à la question, vous ne voudrez pas, et je vais remettre mon képi de gendarme que je n'ai pas sur moi. Mais si vous voulez, les forces de l'ordre, on pratique en dehors du contrôle technique et les contrôles de vitesse et les mesures sonores. Donc, oui. C'est quelque chose qu'on fait déjà depuis longtemps. Et donc, le contrôle technique va n'être qu'un élément supplémentaire dans cette politique globale de contrôle. Donc, aujourd'hui, que ça ne soit pas encore déployé dans le contrôle technique, ça ne vient pas nous contrarier de façon prégnante. Encore une fois, je vous dis, on le fait à côté. Pour répondre à votre question, Mehdi, sur la vulnérabilité, ce dont on se rend compte, c'est que aujourd'hui, les motards se sentent vulnérables parce qu'il y a un partage de la route qui est difficile avec effectivement tous les usagers de la route, et c'est sans doute un premier motif de préoccupation et qui fait qu'ils se sentent vulnérables. Il ne faut pas oublier, j'ai lu ce chiffre là en arrivant, qu'en conduisant en deux roues, le risque d'être tué est 27 fois supérieur lorsqu'on conduit une voiture. J'ai entendu ce chiffre aussi. Donc voilà, effectivement, la vulnérabilité, elle est là. Et puis après, sur les causes de cette vulnérabilité, il y a d'autres motifs. Il y a l'état de la route, mais je l'évoquais tout à l'heure. Et puis les conditions météorologiques qui sont aussi un facteur aggravant. On parle de vulnérabilité, il y a quelques outils aujourd'hui pour sentir un petit peu moins vulnérable sur la route. On parlait tout à l'heure de Liberty Rider. Justement, on a un son de son fondateur, Emmanuel Petit. Nous sommes chez Star Motors à Bastille, dans un magasin d'équipement. L'équipement, c'est la sécurité. Toi, tu as fondé Liberty Rider. Le logo, c'est un casque. La sécurité, c'est important pour vous. Ouais, nous, c'est un peu notre cœur de métier. L'objectif premier de Liberty Rider et pourquoi ça a été fondé, c'est de pouvoir qu'il n'y ait aucun moteur qui reste seul au fond d'un fossé. Donc on a une fonction qui est quand même le centre de notre appli, et on est capable de détecter un accident et d'appeler les secours automatiquement. C'est aussi une fonctionnalité, une appli avec un GPS. C'est aussi la raison d'être de Liberty Rider. Ouais, nous, en fait, on a deux métiers. En fait, on a à faire une app qui nous plaît, à nous, mais en fait à tous les motards. Et pour ça, en fait, on a toute cette partie roadbook, GPS, car d'entretien. On va là aller élargir en ayant beaucoup de fonctions communautaires qui vont arriver. Et en fait, nous, notre un peu leitmotiv, c'est de se dire, si le motard aime l'application parce qu'on lui donne des fonctions qui lui servent en tant que motard, où est-ce que je vais rouler, etc., c'est quand même des questions qu'on se pose souvent, en fait, la sécurité, elle passe, c'est l'important, mais ça passe un peu au second plan. On ne vend pas une ceinture de sécurité, on vend un truc qui te fait kiffer, mais qui, parce que tu l'utilises en kiffant, on est là, et la ceinture est là par la détection d'accident aujourd'hui, et plein d'autres trucs demain. Liberty Rider, c'est associé à BPCE Assurance. C'est important. Depuis quand et pourquoi ? Nous, déjà, c'est important. Ouais, nous, on travaille avec beaucoup d'assurances, avec Caisse d'épargne et Banque Populaire. Enfin, Banque Populaire en premier, puis Caisse d'épargne après, donc BPCE, depuis 4 ans. C'est important parce que c'est une aventure humaine. Nous, on adore faire des réunions avec BPCE parce que une très belle équipe. En même temps, c'est un partenariat qui nous permet d'aller sécuriser plus de motards, parce que nous, en fait, les banques populaires et caisses d'épargne vont offrir Liberty Rider Premium à leurs assurés. Et du coup, nous, à chaque fois qu'il y a une assurance qui signe avec nous, en tant qu'entreprise, oui, c'est du chiffre d'affaires forcément, mais c'est surtout une assurance qui s'engage pour la sécurité, pour la prévention. Et nous, ça nous permet de se dire, il y aura plus de motards qui vont avoir Liberty Rider gratuit, donc la sécurité en plus, on va dire.
Vous avez participé au baromètre, Ouais. au sondage BPCE, vous êtes actif, vous avez même suggéré une ou deux questions. Dans ce baromètre, il y a des questions qui vous concernent. La notoriété a augmenté chez Liberty Rider, 65% je crois. C'est un objectif pour vous, la notoriété, et c'est un objectif pour vous de vous associer à ce baromètre? Ouais, bah alors nous c'est une. Alors il y a deux questions. Donc s'associer au baromètre, c'est vraiment un truc qu'on fait depuis le début, depuis que Banque Populaire Caisse d'Épargne Assurance a lancé ce dispositif. Bah en fait on adore collaborer avec sur ça parce que ça c'est centré sur les motards, les utilisateurs de deux roues. Nous c'est notre dada, donc forcément. Et qui faisait cette démarche, on trouve ça super intéressant et en plus les résultats nous intéressent. Sur la partie notoriété, comme toute entreprise, nous c'est un vrai sujet. On essaye de faire plein de choses pour la notoriété, que ça monte, on est très content. Après c'est pas une cible qu'on a au quotidien. On va pas mettre des sondages sur YouTube ou des choses comme ça. On fait pas trop de trucs notoriété spontanée comme ça. On le fait un tout petit peu plus maintenant, mais c'est surtout en Italie, tu vois. On voit vraiment la différence. On a lancé l'Italie il y a 1 an. Et quand je fais un salon en Italie ou en France, on voit la différence et on sent que la notoriété en France, elle a plutôt bien pris, alors qu'en Italie, personne ne nous connaît. Du coup, tout est à refaire. La communauté BPCE, la communauté Liberty Rider, c'est combien de personnes? Là, c'est 2 millions de personnes, alors énormément en France. Après, on a des gens en Belgique, en Pays-Bas et en Italie. Maintenant, on a dépassé le chiffre symbolique de 100 000 personnes en Italie. Donc ça, c'est très cool. Et après, du coup, dans ces communautés-là, il y a les communautés de nos partenaires. Et Banque Populaire et Caisse d'Épargne, ça vaut autour de 4000 personnes, les deux marques. La fonctionnalité star, on va dire, très importante pour la sécurité routière, pour la sécurité de Liberty Rider, c'est le SOS, le déclenchement en cas d'accident via le GPS. Est-ce que vous avez des évolutions? Ouais, alors nous, oui, on déclenche quand il y a un accident, on travaille avec Intermutual Assistance qui vont appeler les secours, etc. Mais nous, Liberty Rider, du coup, en fait, on se place un peu comme une personne qui compte les accidents. C'est un peu malheureux, mais on a 2 milliards de kilomètres roulés, 26 000 accidents. Et en fait, on se dit, mais attends, j'en ai marre, ça fait 9 ans et je compte les accidents les bras ballants. Du coup, nous, en fait, maintenant, ce qu'on veut, c'est pouvoir réussir à mettre une couche par exemple, plus prévention dans Liberty Rider, éviter l'accident. Si l'alerte Liberty ne pouvait jamais sonner, on serait encore plus content. D'accord. Il y a vraiment un chiffre clé qu'il faut retenir. Aujourd'hui, tous les 300 000 km, il y a un accident qui sonne sur Liberty Rider. On aimerait qu'en 2030, ce soit un accident tous les 600 000 km. Ces données, vous les partagez? Là, justement, le 19 juin 2025, peut-être la vidéo sortira après, mais on fait une grande conférence où en fait on a étudié toutes ces données, etc. Du coup, et c'est une étude qu'on va rédiger aussi et qu'on partagera, une étude d'accidentologie. Donc ouais, c'est des données maintenant on cherche à plus partager. Forcément, c'est anonymisé, etc. Personne ne sait que c'est David qui a eu un accident, mais c'est anonymisé. Et notre objectif, c'est vraiment de comprendre mieux le pourquoi on a des accidents et des kilomètres sans accident et aller agir dessus pour éviter, et toujours sans culpabiliser. Nous, on est motard en premier, donc moi, j'ai pas envie d'un truc qui m'emmerde en tant que motard. J'ai envie vraiment Aujourd'hui, les alertes virages dangereux, par exemple, c'est un truc qui est non invasif. On a 13 000 personnes qui nous ont dit, je pense que sans ça, je serais allé au tas. On va aller dans ce sens-là, créer des choses et l'infuser dans la passion et le kiff. Merci Manu, et puis on va continuer à kiffer. Allez, cool. au guidon. Et au guidon, ça Merci Manu. Oui. Bon, intéressante cette application que j'ai moi-même d'ailleurs sur mon téléphone, et puis les évolutions à venir, ça pourrait être sympa. On va terminer simplement sur ce contrôle technique en essayant de voir un petit peu la perception justement des motards, des utilisateurs de deux roues, parce que c'est pas que des motards. Moi, je voulais qu'on commence un petit peu à expliquer quelle typologie de véhicules ça concerne, et quels sont les plus réfractaires, lesquels le sont le moins, rapport à ce CT. Sur le contrôle technique. Sur le contrôle technique, on finit sur le contrôle technique. Ce que j'ai peut-être pas précisé, c'est que dans l'étude, je vous ai dit qu'on étudiait effectivement les motards dans leur globalité, mais ce qu'on a essayé de faire, c'est de segmenter les résultats et d'observer les comportements sur les usagers de cyclomoteurs, de motos légères et de motos. Ouais. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une adhésion qui est plus forte, sans doute, des cyclomoteurs au contrôle technique que des conducteurs de motos.
Et effectivement, c'est lié. Il y a sans doute des critères d'âge aussi qui rentrent en ligne de compte. Mais comme on le disait, les pratiques sont aussi différentes. Les jeunes sont peut-être plutôt sur des trajets domicile-travail, là où des conducteurs de moto, de gros cylindrés sont peut-être plutôt sur un usage le week-end, plutôt loisir. Donc voilà, ça se reflète effectivement dans les réponses qu'on collecte sur ce baromètre. Alors c'est très intéressant. En fait, dans votre baromètre, vous décortiquez vraiment en fonction des typologies, et il y a des choses très intéressantes. Alors, il y a une pratique, Mehdi, qui m'a étonné, c'est celle du téléphone, la pratique du téléphone. Ça m'a interpellé. Et ben, on constate qu'il y a une différence déjà énorme, Muriel, entre les cyclomotoristes et les motards. Alors, j'imagine qu'à la sécurité routière, vous le savez, ça, les différences entre les usagers de scooters et les usagers de moto. Et moi, quand je lis le sondage et que je vois que passer un appel téléphonique ou répondre à un appel téléphonique, les cyclomotoristes sont 51% à le faire régulièrement et les motards seulement 21%, c'est du simple au double. Moto. Alors entre les deux, il y a moto légère qui fait un peu qui est à mi-chemin, mais c'est assez dingue. Et on retrouve paradoxalement ceux qui passent le plus d'appels au guidon, parce que c'est pas l'appel au volant, c'est l'appel au guidon. Alors qu'on vraiment tous sont contre les appels au volant, et il les passe au guidon. Et alors là, c'est les mêmes qui sont favorables au contrôle technique, c'est-à-dire les cyclomotoristes plus, et qui appellent quand même quand les motards sont défavorables au contrôle technique, mais finalement utilisent peu leur téléphone. Alors peut-être que le scooter permet quand même, vu qu'il n'y a pas d'embrayage, je me suis dit ça. Ah, mais c'est peut-être une question justement à savoir, est-ce que c'est vraiment les scooteristes qui sont les plus dangereux, les plus tués dans les statistiques? Comment ça se passe? Effectivement, c'est une question qui mérite d'être posée pour battre en brèche un peu les idées préconçues. Alors on entend des fois certains argumentaires, notamment parmi les motards les plus anciens, dont je fais partie aussi, déjà un peu âgés, avec des motos lourdes, une expérience assez importante derrière, de dire non mais de toute façon ceux qui font n'importe quoi c'est les scooters. Ouais, moi le conducteur de grosses motos avec un permis depuis plus de 30 ans, je suis quelqu'un de raisonné, de raisonnable. Sauf qu'en fait, encore une fois, je reviens à la dure réalité des chiffres des accidents. Pour nous, sur l'ensemble des tués en deux roues motorisées, et je répète, on part du cyclo 50 cm3 à la très grosse routière de très grosses cylindrées. 85% le sont au guidon de motos lourdes. Donc c'est sur la mortalité, ça. C'est sur la mortalité. Donc on voit bien que la plus grosse population touchée, c'est les conducteurs de motos lourdes. Et après, quand on va regarder un petit peu dans le détail, ce qui nous donne un profil type un peu, alors ça peut faire peur à certains, et d'ailleurs ça devrait me faire peur à moi aussi, mais c'est que c'est 94% des hommes. Alors après, ça peut peut-être renvoyer au fait qu'il y ait une population plus masculine dans le monde de la moto. C'est aussi une certitude, mais pas que. Oui. Et après, c'est 73% sur des trajets de loisirs. Ah oui. Voilà. Et après, quand on va plus finement dans les âges, on tombe plutôt sur une population qui est quadragénaire, quinquagénaire. Donc en fait, si aujourd'hui, je voulais dresser un portrait un peu type, alors mais avec toutes les imperfections que ça, j'aurais plutôt un homme entre 40 et 50 ans sur une moto lourde qui utilise sa moto en loisir plutôt en dehors de la ville. Voilà. C'est ça la réalité de l'accidentalité des motards. Et alors vous parliez des femmes, moi je me suis penché sur le permis, les nouveaux permis, l'évolution. La proportion, c'est 15%. Et ça n'évolue pas vraiment, ça reste à 15% d'une année sur l'autre. Alors, les chiffres, on les a 2 ans après, sur le permis. Un petit peu de temps. Mais ça reste 15%. Or, c'est pas 15%, c'est pas 85-15, la proportion de mortalité. Donc, ça veut dire qu'il y a un vrai problème de comportement. Comme le disait Vincent Thomeray, il disait que c'est pas la moto le problème, c'est l'usage de la moto, le comportement au guidon le problème. Et moi, Mehdi, je me suis penché sur les chiffres Sécuritest après 1 an de contrôle technique. Ils nous ont livré les chiffres. Et je lis que le taux de refus national sur les cyclos, c'est 20%. Ouais. Sur les motos, c'est moins de 10%. Moins de 10%, ouais. Donc ça veut dire que, quelque part, il n'y a pas de lien entre l'état du véhicule
et au final l'accidentologie. Ça, c'est l'être ma question. Est-ce que le contrôle technique va sauver des vies? C'est difficile à dire. Hein. Trop tôt pour le Ouais, dire. c'est trop tôt pour le Et dire. je le répète, trop tôt. Il faut se laisser vraiment un temps plus long pour observer plus finement avant de tirer des conclusions qui seraient un peu hâtives et biaisées. En fait. En tout cas, le premier trimestre 2025, alors je ne sais pas si c'est dû à la météo, pratique et tout ça, la mortalité est en baisse. Tout à fait. Mais sur les motos comme sur les voitures, Oui, je crois. sur l'ensemble Pas des sur les usagers, trottinettes. à l'exception À des l'exception utilisateurs des de trottinettes, ouais. DPM, effectivement, qui est Ouais. une population, elle aussi vulnérable. Tout à l'heure, on parlait de vulnérabilité. En fait, chez nous, à la sécurité routière, on voit effectivement le motard ou le cyclomotoriste comme un usager vulnérable, mais ce n'est pas le seul usager vulnérable dans la population. Bien Hein. sûr. C'est le cycliste, c'est le trottinettiste et c'est le piéton. Hein. Il y a un Ouais. ensemble d'usagers vulnérables. Et je crois qu'il y a l'ASEM qui a conclu des partenariats sur le partage de la route. On en parle beaucoup du partage de la route. C'est tout récent avec C'est tout récent. la SIAM, la Exactement, chambre qui syndicale. s'associe avec Ouais. la grande institution européenne. Ouais, donc les choses évoluent, je dirais dans le bon sens. Les instances qui regroupent les constructeurs motos avancent, mais c'est vrai que pour moi, il y a des messages contradictoires, comme celui que je pointe. Les motards ont des véhicules en meilleur état, mais la mortalité, vous l'avez dit, concerne davantage les motos, les vraies motos, les grosses motos, que les cyclos, qui eux-mêmes ont un usage un peu déviant, notamment avec le téléphone au guidon. Donc c'est difficile de se faire une religion, je trouve. Après, David, si on regarde les chiffres du baromètre et qu'on regarde les facteurs d'accident, il y en a deux. Hein. Il y a effectivement alors, l'usage les distracteurs, dont le téléphone fait partie et dont on a parlé tout à l'heure. Et Les enfants. puis, Non, je plaisante. Pardon. et puis la vitesse. Et là, je ne sais pas si par rapport aux chiffres qu'évoquait M. Courville, la vitesse entre en ligne de compte, mais enfin, en tous les cas, c'est une donnée aussi qu'on peut Ouais, interroger. c'est clairement, chez nous, encore une fois, hein, là on est sur la réalité des accidents. Hein. Là on n'est même pas, parce qu'un baromètre c'est aussi l'expression d'un ressenti ou d'un sentiment. Nous sur le factuel aujourd'hui, dans l'ensemble des deux roues motorisées, la première cause d'accident c'est la vitesse. C'est 41% des accidents, ce qui est colossal. Et la deuxième cause, et là aussi hein, ça questionne, c'est l'alcool. Et donc, c'est l'alcool. Et donc, dans 29% des accidents mortels où on a un conducteur de deux roues motorisé impliqué, on a de l'alcool. L'alcool au-dessus du seuil légal. Sur 10 ans, ça a beaucoup évolué, la mortalité. Sur les causes, c'est relativement constant. C'est constant. Il y a une forme de constance dans le temps. Et en volume ça a baissé depuis 2019. Ouais. Je pense qu'il y a le permis, il y a l'ABS. Ouais, qui ont certainement aidé, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Alors après, là, c'est un peu plus subjectif, mais il y a forcément un ensemble de choses. Certainement la formation des gens, peut-être aussi, à force de passer des messages de pédagogie. Heureusement que les gens entendent ces messages, de pédagogie. Un petit peu plus de répression aussi, en plus de la prévention. Là aussi, on a une forme de constance. Après, c'est effectivement, on travaille sur un continuum, c'est-à-dire qu'on éduque, on fait de la prévention. On contrôle, on fait aussi de la répression. Après, il y a aussi cette peur du gendarme. Alors, on n'est jamais très heureux que les gens aient peur de nous. Maintenant, si ça permet de leur sauver la vie malgré eux, il n'y a pas de souci qu'ils aient peur des gendarmes. C'est bien qu'on soit sur cette question de vitesse. On a un petit son justement de Raphaël Girard, directeur général chez Marollo, qui va nous parler des scéléromètres. Ah oui, c'est parti. Il y a bientôt, pour les cyclos notamment, un contrôle de vitesse. Le scéléromètre, ça consiste en quoi? Alors, le scéléromètre, en fait, c'est une machine pour vérifier la vitesse des catégories L1. Alors, L1, c'est un petit peu technique, mais en Europe, il y a des segments qui sont faits en fait, dans les catégories L. Ouais. On connaît tous le L3, en fait, c'est la moto. Voilà. On parle beaucoup aujourd'hui de moto, c'est une seule des 7 catégories des catégories L. Le L1, ce sont les deux roues qui, de par leur construction, ne doivent pas dépasser les 45 km/h, que ce soit des moteurs thermiques ou électrique. Et cet appareil-là, le scéléromètre, le cahier des charges a été validé par l'administration le 31 juillet, juste avant qu'on parte en vacances. Donc on a su ce qu'on avait à fabriquer comme matériel et les milliers de centres sont censés être équipés et opérationnels pour le 1er juin 2025. Donc on a un impératif de développer des produits
qui sont des machines, donc à faire aussi homologuer selon la réglementation européenne, puis après la faire homologuer par l'UTAC, qui est un organisme français qui valide ces machines-là, puis après d'habiliter les entreprises qui vont venir les installer, les maintenir, les étalonner, les fabriquer, tout ça en quelques mois. Donc c'est vraiment un challenge pour nous les industriels, mais aussi pour les réseaux qui après, eux, doivent former leurs utilisateurs au matériel. Le scéléromètre, là, ça va être difficile d'utilisation? Alors, non, c'est un outil assez simple, mais là il y a encore un autre acteur qui va venir dans ce processus, c'est que le scéléromètre, c'est un moyen de mesure. Hein. Donc il doit y avoir des entreprises qui sont habilitées par nous, le constructeur, mais aussi reconnues comme étant des professionnels de ce secteur-là, qui vont venir installer ce matériel-là, l'étalonner et le maintenir, et la fréquence, c'est tous les 6 mois. Donc ça aussi, c'était très intéressant comme son. On finit avec le contrôle technique. Juste pour vous dire qu'en un an, il y a eu quand même 1 325 115 contrôles techniques qui ont été effectués. Maintenant, on va s'intéresser plutôt à la sécurité des motards. On va parler équipements et accessoires. On en parlait presque quand même déjà avec le téléphone au volant. On va parler des intercoms. Comment sont perçus les intercoms aujourd'hui? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est pas une bonne chose? Encore un élément qui va nous distraire. Oui, une question pas évidente. J'aime souvent le dire, la conduite, c'est l'activité humaine quasiment la plus complexe. Pourquoi? Parce que, alors déjà, ça fait appel à plein de sens. On mobilise la vue, le toucher parce qu'on a des commandes, l'ouïe parce qu'on écoute ce qui se passe et on doit maîtriser notre véhicule, anticiper notre comportement parce que je vais tourner, donc j'ai des actions à faire, mais on doit aussi tenir compte de ce que font les autres et anticiper leurs actions. Donc en fait, ça nécessite un niveau de concentration, même si on le fait de façon mécanique, et un peu par réflexe, mais encore une fois, c'est quelque chose d'hyper complexe. Et dès qu'on va rajouter dans cette complexité de nouveaux éléments, et bien forcément, l'attention qu'on mobilise sur la conduite, et bien on va en perdre un petit peu pour cette autre action. Et plus on rajoute d'actions, plus on perd d'attention, et potentiellement, plus on va se poser dans une situation de risque. Il y avait d'ailleurs une question très intéressante dans l'observatoire justement par rapport à ça. Oui, effectivement, on a demandé aux sondés s'ils jugeaient les équipements de télécommunication prioritaires. Et encore une fois, on a des disparités dans les réponses. Pour les conducteurs plutôt de gros cylindrés, ils sont que 22% estimés que c'est prioritaire contre 42% des cyclomoteurs. Et ça, encore une fois, je pense que les pratiques de conduite, elles ne sont pas les mêmes en milieu urbain et en milieu, le week-end en mode loisir. Quand vous êtes en milieu urbain, vous avez sans doute plus envie de rester connecté, de passer des coups de fil. Et là, ce qui est assez alarmant et dans ce qu'on peut observer dans ce baromètre, c'est que en plus des communications qui sont prises au guidon, on voit une augmentation d'autres usages des fonctionnalités que permet le portable. On se demande comment. On est bouche bée parce qu'on ne sait pas comment. Non, mais c'est dingue. Consulter les réseaux sociaux, oui, c'est 51% des cyclos. C'est qu'en fait, voilà, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a des conducteurs qui vont consulter les réseaux sociaux. Donc, alors après, peut-être que c'est un feu rouge comme ça, rapidement, envoyer des messages. Et ça, effectivement, c'est des usages qui viennent encore complexifier la conduite. Il y a effectivement la communication et puis ensuite les yeux rivés sur l'écran avec l'envoi de SMS ou de posts sur des réseaux sociaux. Je rebondis sur l'attention au guidon. J'ai pu tester la vue tête haute dans les casques avec la technologie Highlight qui s'est associée à Shoei récemment pour faire une vision tête haute. Et c'est vrai que ne pas quitter la route des yeux, alors même s'il y a une perturbation sur le haut du casque, c'est une incrustation, c'est plutôt bien fait. Ces technologies servent, je pense, la sécurité parce qu'on ne peut pas lutter contre la modernité. C'est difficile de rester insensible à la possibilité d'avoir un GPS intégré quand même en moto, parce qu'en moto on l'a tous fait, on s'arrête au carrefour, on sort le téléphone, on regarde, c'est quand même pénible. Trop d'infos, est-ce que trop d'infos tue pas le motard quelque part? Est-ce qu'on ne devrait pas restreindre justement la quantité d'infos dont on a le droit au guidon, quoi?
Je parle à vous, monsieur le gendarme. Finalement, est-ce qu'on n'est pas nostalgique de l'époque où on s'arrêtait tous les 30 km pour sortir notre carte et pour faire notre itinéraire et notre roadbook? C'est presque ça. Oui, alors comme David, je dirais, on arrive dans une société, une génération de l'hyperconnectivité. Donc ça va être compliqué de lutter contre l'hyperconnectivité. Alors après, j'avais pas lu cette partie-là. Alors le GPS, l'incrustation en tête haute dans le casque, je peux l'entendre. Bon, le réseau social, je suis quand même là, on comprend qu'on n'est pas dans l'utilité du déplacement à moto. Donc là, c'est vraiment un autre comportement qui lui ne va pas. Après, oui, effectivement. Alors il faut aussi, il faut pas toujours tout faire reposer sur la technologie, mais on comprend que la technologie aussi a des bienfaits en matière de sécurité, en technologie active, en technologie passive. Donc effectivement, la tête haute, pour ce cas-là, est peut-être une technologie d'avenir qui, oui, tant qu'on ne quitte pas la route, c'est toujours mieux de ne pas quitter la route des yeux que de baisser les yeux pour faire autre chose, parce que pendant ce temps-là, le véhicule continue à avancer et on ne voit pas ce qui arrive. Ouais, et donc, il y aura un effet de surprise, ça c'est sûr et certain. On parlait des intercoms. Aujourd'hui, avec la technologie mesh, on peut se connecter à 10, Ah oui, en 12. plus, quoi. C'est quand même dingue. C'est-à-dire un groupe jusqu'à 1 km de portée. On peut se parler. Alors, se parler à moto, moi, je le fais pas. On les a, ces technos, on les a. Mehdi, je sais pas si toi, tu aimes je suis déjà retrouvé pratiquer. dans des groupes. Oui, maintenant, tu as même la possibilité Est-ce que tu es à l'aise avec de ça? parler avec des gens que tu connais pas. J'ai envie de parler de l'importance des systèmes comme les airbags. Est-ce qu'aujourd'hui, ça rentre de plus en plus dans les mœurs? Est-ce que ça devient indispensable pour les motards? Effectivement, on les a aussi interrogés sur ce sujet-là. Ce qu'on constate, c'est que les équipements et les vêtements de sécurité non obligatoires sont une priorité pour les conducteurs de deux roues motorisés, avec sans doute une proportion un peu plus importante pour les conducteurs de moto, enfin gros cylindrés. Les cyclomoteurs estime que c'est moins prioritaire, même si ça reste quand même ça reste important, mais on voit qu'il y a une volonté de s'équiper et de se protéger d'une certaine manière et de se rendre moins vulnérable, moins exposé. C'est ça. On a des chiffres sur l'airbag. On s'approche des 20% aujourd'hui. C'est quand même pas mal. De motards actifs sur la route qui L'employé sont favorables. Ouais, sont favorables. D'accord. Ouais. D'accord. Là, pour le coup, la moto est très en avance pour en avoir discuté avec Dailymotion, par exemple sur l'équitation, où il y a plein de gamines qui pratiquent l'équitation et qui sont encore avec l'airbag filaire. Parce que c'est pas encore rentré dans la mode, quelque part. Et aujourd'hui, les motards, eux, ils ont passé l'étape du filaire pour des airbags avec abonnement et déclenchement avec les cellules. Donc c'est pas mal. Les motards aujourd'hui des forces de l'ordre sont tous équipés de vestes airbag. Et ça remonte à 2012. Donc on est à un peu plus on approche des 15 ans d'équipement d'airbag. Et j'ai moi des camarades, heureusement ça m'est pas arrivé, mais j'ai des camarades qui ont été accidentés en service et qui le disent unanimement, heureusement que j'avais l'airbag. Ça change des bras de chemise d'il y a 20 ans. Ça me renvoie à ma condition déjà ancienne. Effectivement, moi, quand j'ai démarré ma carrière de motocycliste en gendarmerie, on était avec ce qu'on appelle le pantalon en élastane, donc qui était la tenue des cavaliers, en fait, et la chemisette. Cavalier motorisé, quelque part. C'est ça, on est les héritiers de la cavalerie. Et du coup, on a passé cette étape en 2011-2012, qu'on a sorti aussi avec des tenues qui résistent à l'abrasion. Il y a ça aussi, des bottes adaptées avec les protections de la cheville, de la malléole. Donc là aussi, du coup, ça participe à l'exemple qu'on donne et peut-être qu'on espère emmener avec nous des gens pour aller de plus en plus vers l'airbag. Et d'ailleurs, là aussi, je vois un peu nos actions, mais au niveau national, dans beaucoup de départements, les forces de l'ordre organisent des journées de prévention moto
soit à destination des jeunes motards ou des motards les plus anciens, certaines pour les féminines et mixtes, et c'est très bien. Et dans ces journées-là, moi quand j'ai organisé, systématiquement on faisait des démonstrations de gilets airbag. C'est-à-dire qu'on faisait des déclenchements, on faisait enfiler, moi j'ai fait enfiler ma veste de service à des participants, et on déclenchait pour que les gens voient en fait ce que ça fait et la sensation, et ça permet de comprendre en fait qu'il y a un vrai intérêt. Encore une fois, ça nous renvoie à notre vulnérabilité, et donc tout dispositif qui permet de diminuer cette vulnérabilité, au bout du bout, il sera forcément positif. J'ai l'impression quand même que la science avance pour nous. Oui, alors on est de mieux en mieux protégé parce que, alors des fois on peut pester contre l'inflation de la norme, mais quand elle vise à notre protection, finalement, heureusement qu'on a la norme. Et en normant les choses, on impose des critères minimums de performance et qui forcément derrière concourent à la protection. Et donc effectivement, sur les casques, on a une nouvelle norme qui est rentrée récemment en vigueur, mais c'est pareil pour les gants. Finalement, aujourd'hui on impose le port des gants, mais les gants doivent aussi répondre à une norme. Et c'est cet ensemble de normes qui aussi poussent d'ailleurs les fabricants à s'améliorer, à améliorer leurs produits, et donc là aussi, in fine, ça joue pour la sécurité routière, ça joue pour l'utilisateur. Alors j'ai une question pour Monsieur Courville sur le perfectionnement à la conduite. On a parlé des gendarmes qui donnent des cours de perfectionnement à la conduite. Moi j'avais entendu il y a quelques années une déléguée interministérielle à la sécurité routière qui m'avait dit que il fallait se méfier du perfectionnement à la conduite parce que les motards, mieux ils savent conduire, plus ils conduisent vite. Ah, oui, C'est vrai que j'avais été pris au dépourvu, je ne l'avais pas vu venir celle-là. Donc on se méfie du perfectionnement à la conduite parce que quelque part ça donne de la confiance, et la confiance donne de la vitesse, et notre ennemi c'est la vitesse. Est-ce qu'on est d'accord que le perfectionnement à la conduite c'est une bonne chose ? Alors, je n'ai pas la référence du délégué qui vous a dit ça, et je ne l'avais pas vu venir non plus. mais du coup, je vais quand même essayer de réagir. Alors, déjà, les gendarmes ne donnent pas vraiment des cours, c'est-à-dire que c'est pas vraiment des cours, c'est des journées de sensibilisation, mais effectivement qui concourent au perfectionnement à la conduite, mais il peut y avoir plein de façons de concourir au perfectionnement à la conduite, avec dans des écoles de conduite où on peut faire de la formation post-permis. Donc, nous, on rentre dans ce dispositif global. Après, l'objectif quand on fait ça, c'est surtout pas de pousser les gens à rouler vite. Non, bien là, sûr. C'est clairement pas ça. Et quand on organise ces journées-là, d'ailleurs, on l'explique bien. Mais vous saisissez le raisonnement. Mais oui, je le saisis, mais alors je vais quand même m'inscrire un peu en faux. En fait, on est là pour augmenter le niveau de sécurité dans leur déplacement des usagers de deux roues. Et principalement sur ces journées-là, on va accentuer notre communication sur ce qu'on appelle la trajectoire de sécurité, qui est rentrée dans le permis. Enseigné maintenant dans le permis. Qui est rentrée dans le permis de conduire. Qui est une trajectoire qui est enseignée pendant les 3 mois de formation de nos gendarmes motocyclistes à Fontainebleau, et en fait dont le but n'est pas d'aller vite, mais le but est de faire comprendre aux gens qu'on doit s'ouvrir un maximum l'angle de vision quand on rentre dans une courbe. Et donc en fait dans cette trajectoire-là, on lutte contre la tendance naturelle de se jeter à l'intérieur du virage très très tôt. Pourquoi ? Parce que quand on se jette à l'intérieur du virage, déjà on se coince, ça commence comme ça, et en plus en fonction de la configuration, on se ferme la vision de ce qui se passe. Et en moto, alors, mais comme dans tout type de déplacement, mais en moto encore plus, c'est l'anticipation qui nous place en sécurité, qui crée de la sécurité. Et donc après, dire que ils vont se sentir mieux, ils vont rouler plus vite, je ne suis pas forcément certain. Ils vont se sentir plus en sécurité, ça j'espère, et ils vont en tout cas avoir une pratique plus sécurisante, là aussi j'espère. Moi je l'ai fait justement, j'ai fait un stage il y a 2 ans. Et j'avoue que c'est quand même top, parce que rester le plus à l'extérieur du virage avant de rentrer dedans, et finalement aller chercher l'apex quand on voit la sortie du virage, ça permet de rouler plus vite. Non, je plaisante, c'est pas ce que je voulais dire. Un stage avec Serge-Luc. Ça permet vraiment de se mettre en confiance et d'anticiper le danger. Et moi, quand je parlais du fait de déborder sur la voie d'en face, j'aime beaucoup les routes de montagne. Je les pratique assez souvent sur les présentations de presse, et très souvent un camping-car qui arrive. Et là, du coup, avec cette façon de rouler en sécurité, avec du rythme quand même, je dis pas d'aller vite, mais avec du rythme,
Et ben finalement, on n'est plus surpris. Je trouve que c'est une bonne évolution. Et c'est bien que ce soit rentré. Je suis désolé les gars, c'est bien que ce soit rentré justement dans le code. Moi je trouve que c'est une bonne chose pour le permis. C'est bien qu'on parle de sécurité routière justement. On va aller écouter un petit son de quelqu'un qui travaille pas mal avec la sécurité routière à la FFMC, c'est Jean-Marc Bellotti. C'est un combat gagné, l'Interfil, quand même. Alors, Qu'est-ce qui a c'est- porté comme discours? Il y a beaucoup de choses qui ont porté. Il y a déjà les personnes en charge de la sécurité routière, du CNSR par exemple. Là, il y a une personne actuellement en charge de la sécurité routière, qui est une colonelle de gendarmerie, qui est une femme, qui a un esprit d'ouverture et d'écoute. Alors ça, déjà, ça change énormément. Si demain, tu mets un monsieur moto qui a un esprit d'écoute et qui va faire le lien entre toi et le gouvernement, ça va déjà beaucoup. Florence Ça, Guillaume, Guillaume, tout à fait. qui roule en T-Max. Voilà, Voilà. exactement. Et donc, c'est quelqu'un avec qui on peut discuter. Exact. Alors, elle lâche rien, mais elle discute, elle est ouverte d'esprit et elle fait appliquer certaines choses. Ce qui n'était pas le cas avant. Ok. Donc, ça, déjà, c'est une première chose. Avoir un interlocuteur qui sache écouter, c'est déjà très important. Ensuite, nos arguments à nous. Le fait qu'on a interpellé énormément d'élus. On passe notre vie, nous, à interpeller des élus. On passe notre vie en réunion avec des élus. Okay, bon, les médias, bien évidemment. Et puis surtout, le sujet est que là, on a pu prouver très facilement que notre sécurité d'usagers de deux roues motorisés était mise en jeu, avec la circulation interfile. Oui. Voilà. Si nous, on se retrouve dans une file de voitures, on le voit là, il y a des images du périphérique, sur les grandes rocades, que ce soit le périphérique parisien ou les rocades en province, les distances de sécurité, on le voit là, ne sont jamais respectées. C'est impossible, tout le monde est QAQ, c'est pas possible de respecter les distances de sécurité. Et de toute façon, si tu les respectes, il y en a un qui va se mettre entre les deux. Donc pour nous, lorsqu'on se retrouve avec des véhicules qui sont de plus en plus gros, aujourd'hui, les SUV, machin, etc., c'est de plus en plus gros. On se retrouve avec un gros véhicule devant nous, on a du mal à voir plus loin que ce véhicule, donc on a un mur devant nous. Et si ça freine, eh ben, celui qui est derrière, il va venir nous percuter, on va se retrouver en sandwich. C'est extrêmement dangereux pour nous. Alors que si nous sommes en interfile, bah là, notre champ de vision est bien plus ouvert et on n'a pas à gérer une voiture qui viendra nous percuter par l'arrière. Donc pour nous, c'est hyper safe. Pour les automobilistes, c'est bien aussi. Et c'est ça qu'on essaye de faire comprendre parce que lorsqu'un deux roues motorisé circule entre les fils, eh bien, c'est une place en moins, c'est une voiture en moins dans les bouchons, et notamment dans les grandes villes. Quand on voit, par exemple, autour de Paris, on nous annonce systématiquement 280-300 km de bouchons cumulés autour de Paris. Il y a environ 400 000 de roues motorisées qui circulent dans Paris et Petite Couronne. Si ces 400 000-là, ils reprenaient la voiture, t'imagines le nombre de bouchons. Bon, intéressant cette préoccupation justement sur la circulation interfile. Au niveau de BPCE, justement, comment on le perçoit ? On a demandé dans l'observatoire aux motards en fait s'ils pratiquaient déjà la circulation interfile. On a eu une réponse. On sait qu'à 82% les motards la pratiquent. C'est plutôt généralisé. Néanmoins, à 76%, ils la considèrent comme dangereuse. Donc oui, il la pratique parce que manifestement c'est une nécessité et que ça permet. La pratique parce que c'est pratique. Oui, c'est ça pratique. permet justement de Non, mais gagner du temps. effectivement, quand vous avez un trafic qui est bloqué, c'est plus pratique cette circulation. Néanmoins, c'est une pratique qui reste dangereuse et les motards en ont parfaitement confiance. Donc, c'est aussi bien que ce soit encadré d'une certaine manière. Alors moi, je dirais que, on retient une majorité de motards affirment connaître les conditions pour circuler en interfile. Ils sont également 3 sur 4 très intéressants à considérer cette situation comme dangereuse. Mais je pense que si on posait la question plus généralement, est-ce que vous pensez que rouler à moto c'est dangereux? Ils diraient oui aussi, 3 sur 4. C'est vrai, ouais. Donc je pense que la circulation interfile c'est presque naturel quand on roule à moto en ville. Et c'est vrai que on revient à une question sur un autre chapitre où on parlait de la vulnérabilité, ça rejoint ça, la conscience de la vulnérabilité. Mais en fait, c'est intéressant aussi de voir qu'ils pratiquent l'interfile. Et moi, je fais partie des 80% des gens qui la pratiquent. Je fais partie des 76% qui en ont peur parce que je me rends compte que finalement, c'est la zone la plus dangereuse par rapport à la conduite des autres. Il y en a de partout, il y en a à gauche, il y en a à droite, il y en a derrière des deux côtés. Et j'ai l'impression que c'est vraiment l'endroit où, d'un seul coup, il y a comme un œil au-dessus du motard et on est vraiment en danger
dans cette Alors situation. moi, je fais partie des 20%, parce qu'ils sont 20%, à dire non, plutôt pas. Non, plutôt pas, toi. Ouais, plutôt pas, parce que c'est vrai qu'en interfile, je sais d'où vient le danger. En interfile, je pense par exemple au périphérique parisien. Ah, moi, c'est le périphérique que voilà. j'avais en tête. Là, Et en fait, moi, je trouve que c'est beaucoup moins dangereux. Pour moi, je me sens beaucoup moins en danger qu'en ville où il peut y avoir sur le périphérique, il peut pas y avoir des obstacles qui viennent comme ça, brusquement. Un piéton qui est ma hantise, des feux, quelqu'un qui grille un feu, ça, c'est pas possible sur le périphérique. En fait, tout va dans le même sens. On va tous dans le même sens. Donc, quelque part, en adoptant la bonne vitesse, la vitesse qui fait que je me sens dans ma zone de réflexe, on va dire. En plus, j'ai l'ABS, je sais que je peux taper dedans. Et je sais surtout que je vais faire de l'évitement. En plus, aujourd'hui, la vitesse est assez modérée sur le périphérique. Oui. Voilà. Donc là, je me sens, moi, quand j'arrive sur le périphérique, en tout cas, je me sens pas en danger, ça c'est certain. Malheureusement, on est beaucoup à rouler au-dessus Oui, c'est ou à ça, dépasser non. le cadre Ah oui, de ces 50 km/h maximum, un différentiel de 30 km/h, 20 km/h avec les voitures, 20 km/h avec les voitures. Dans les faits, je ne suis pas sûr qu'on soit tous carré aussi par rapport à la législation. Après, effectivement, cet observatoire, c'est aussi du déclaratif. Donc, on Tout à demande fait. si les sondés, en fait, en connaissent strictement les mesures. Après, je ne sais pas s'ils les connaissent vraiment. Pour autant, c'est effectivement limité à 50 km/h. On se rend compte, en tous les cas, dans les réponses, que il y a un certain nombre qui dépassent cette limite. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est le fait, en tous les cas, qu'on ait largement débattu de cette circulation interfile. Ça permet aussi aux automobilistes d'intégrer cette pratique, et on parlait du partage de la route, et de se dire que voilà, sur les voies les plus à gauche, il y a cette circulation possible en interfile, et je trouve que ça éveille aussi peut-être une attention spécifique des automobilistes, et ça, je trouve ça plutôt positif. Il manque quand même à Paris quelques panneaux pour bien l'indiquer sur le périphérique qu'on y a le Ouais. droit. Mais D'autant plus avec la voie de covoiturage maintenant qui est à gauche. Mais c'est une bonne chose que l'interfile ait été généralisé finalement. C'était une surprise ou Non, c'était pas une surprise. En fait, l'interfile est un sujet qui est travaillé depuis très longtemps au sein de la DSR. C'est quelque chose qui a été très réfléchi. C'est tout sauf une décision empressée, prise sous forme de pression, pas du tout. L'interfile, il y a eu 2 expérimentations en fait depuis 2016. Voilà. Il a fallu 9 ans d'expérimentation avant d'arriver à cette réglementation et cette généralisation. Alors même si vous avez quasiment tout dit, je vais quand même le répéter. En fait, on avait besoin de cette réglementation. Pourquoi ? Parce qu'on était dans une zone grise. Et la zone grise, c'est jamais confortable. Les assureurs n'aiment pas. Voilà, les assureurs n'aiment pas, mais il n'y a pas que ça. Et donc, en réglementant, déjà, on refixe des règles. Parce que, comme vous le disiez, en interfile, il y a quand même des règles. Et la vitesse, c'est une des premières règles. Et effectivement, quand le trafic redépasse 50 km/h, il n'y a plus d'interfile. Voilà. Là, on revient dans le cycle normal de circulation. Et quand il y a une voie à l'arrêt, c'est 30 km/h. Et alors, ces règles-là, c'est pareil. Encore une fois, c'est toujours le travail de la DSR, c'est toujours quelque chose de très recherché, avec des études scientifiques, des analyses de données. Et pourquoi on a fait ça ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se rend compte que passer 50 km/h, on peut avoir des lésions mortelles. Et 30 km/h, parce que là, effectivement, on va arriver sur des véhicules potentiellement à l'arrêt. Et donc, là aussi, on a sur un niveau lésionnel très élevé. Ça, c'est la première chose. Après, réglementer, du coup, ça nous a permis de la faire rentrer dans le permis de conduire, dans la formation au permis, mais pas que la formation au permis des motards. Parce que finalement, les motards, il a pratiqué. Alors, c'est bien de lancer les fameux autres, mais dans la formation des autres. Parce que, encore une fois, comme vous dites, on est sur un endroit de partage. Si on n'enseigne pas aux automobilistes que dans cet endroit-là, l'interfile, ça existe et qu'à un moment donné, ils peuvent avoir des 2 roues qui vont remonter sur leur gauche, ce qui est quand même pas complètement naturel pour un automobiliste, et ben là, on leur apprend. Et donc, on les sensibilise. Et donc, l'interfile, la réglementation, elle va jouer de tous ces bénéfices-là. C'est de dire, on va l'enseigner pour la formation des motards, on va l'enseigner pour la formation des automobilistes qui seront moins surpris. On va poser un cadre précis. Alors après, il y a toujours les gens qui se situent hors du cadre, mais là, on revient sur le rôle des forces de l'ordre. Et normalement, ça doit bénéficier pour la sécurité
en tout cas de cette pratique-là. Avant de se quitter, peut-être, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter justement ? En tous les cas, nous, on va continuer à faire ce baromètre, cet observatoire des conducteurs de deux roues, parce que, comme je vous le disais, c'est une mine d'information. On a à cœur, en tous les cas, d'inscrire la prévention dans nos réflexions. Et donc, moi, je suis ravie, en tous les cas, d'avoir pu échanger avec vous aujourd'hui. Et puis, on va continuer le partenariat qu'on a avec Liberty Rider. On a entendu le témoignage d'Emmanuel Petit tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est un vrai bénéfice, finalement, pour nos assurés. Quelques chiffres pour conclure. Donc, depuis le début du partenariat pour Banque Populaire, on a aidé 48 motards et on a sauvé 6 vies, c'est pas rien. Et pour Caisse d'épargne, 45 motards aidés et puis 2 vies sauvées. Donc voilà, ce sont des éléments qui permettent d'aider à la conduite et qui permettent d'éviter un certain nombre d'accidents. Et on est très content parce que je pense que ça s'inscrit dans le bon sens. Bien sûr. David, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, moi je veux rajouter qu'on parle de sécurité routière, on parle de mortalité. Donc on a écouté Hubert tout à l'heure nous parler de la mortalité par genre, les différences entre les femmes et les hommes. Moi je constate que c'est 95,5 sur la mortalité et c'est 85,15 sur la pratique. Donc il y a 10% de delta. Donc moi je me dis, et je reviens à ce qu'avait dit Vincent Thomeray sur le comportement. La moto n'est pas dangereuse en elle-même, c'est le comportement au guidon qui est dangereux. Et donc il y a des axes peut-être de travail sur le comportement, peut-être qui est différent entre les hommes et les femmes. Est-ce qu'il y a des messages à faire passer du point de vue de la sécurité routière ? Monsieur Courville. Alors merci David de cette très belle perche. En fait, pour conclure de mon côté, juste signaler que depuis avril cette année, en fait, la DSR a une ambassadrice de la sécurité routière dans le monde de la moto, qui est Ornella Ongaro, notre championne française de vitesse. Et donc là, vous voyez, on parlait tout à l'heure d'innovation, là on a un coup d'avance sur le genre, puisque effectivement, on est vraiment très heureux de ce partenariat et d'avoir une femme pour porter la parole de la sécurité routière dans le milieu moto. Je pense qu'il y a une vraie plus-value à ça, effectivement. Merci à vous, c'était très intéressant, on a appris plein de choses en fait aujourd'hui. On se donne rendez-vous l'année prochaine fatalement parce qu'il faudra qu'on en reparle de l'étude 2026. On se retrouvera également, je pense, peut-être sur les circuits. Peut-être. À voir. Aussi, En tout cas, certainement. Avec Ornella. Avec Ornella. En tout cas, merci d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à donner vos commentaires, même si j'imagine qu'à ce stade de l'émission, vous en avez laissé un ou deux. Appuyez sur la petite cloche rouge, bien évidemment, pour être abonné à la chaîne Motor Live. Et moi, je vous dis à une prochaine, pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.